La domestique diabolique du boulevard Flandrin de Guillaume de Louvancourt. Noémie, 23 ans, habitant Courbevoie, cherchait comme bien des jeunes, diplôme en poche, un travail qui correspondait à son profil professionnel. Cette jeune fille, dont les parents étaient issus d'un milieu modeste, sortait d'une grande école d'ingénieurs. Avec ce que j'ai maintenant comme bagage, on va me prendre tout de suite, dit-elle un matin à sa mère, avec un brin d'euphorie. Noémie, tu sais bien qu'à l'heure actuelle, les grandes entreprises n'embauchent pas si facilement. Regarde donc Natacha qui est contrainte de vendre des courgettes sur le marché alors qu'elle devrait travailler à la NASA. Maman, Natacha n'a jamais su rédiger un CV correctement, ni se montrer opportuniste. Ce qui n'est pas mon cas, lui répondit son enfant, qui souhaitait, grâce au salaire qu'elle toucherait, quitter le domicile de ses parents afin d'obtenir son indépendance. Un an passa, et les illusions de la jeune femme s'envolèrent peu à peu. Si jamais tu ne décroches pas de bons postes l'année prochaine, tu n'as qu'à faire des ménages comme moi. C'est mieux que rien, non? Lui dit sa mère. Les ménages? Ah, ça sûrement pas. Ou alors en dernier recours, s'écria Noémie. Mais ma fille, il n'y a pas de honte à faire ce genre de boulot. Une année s'écoula encore, et Noémie, le moral au plus bas, se résigna à faire le même métier que sa maman, histoire de commencer à gagner sa vie. Un jour, elle acheta un journal qui publiait des offres d'emploi, et tomba sur une petite annonce qui avait l'air de lui convenir. « Qu'est-ce que tu penses de celle-ci » demanda-t-elle à sa mère. « Voilà une marquise habitant sans doute une charmante demeure, qui est prête à employer une jeune fille qui n'a pas encore travaillé, du moment qu'elle soit polie et ne rechigne pas devant l'effort. Mais elle te va comme un gant, cette annonce, ma fille. Dépêche-toi de téléphoner avant qu'on te prenne la place. » Ce qu'elle fit. Une semaine plus tard, elle avait rendez-vous, boulevard Flandrin, avec son embaucheuse. Elle sonna à la porte, et une vieille dame habillée très Chanel, qui portait le doux prénom de Mandarine, lui ouvrit. « Mademoiselle Noémie Lafosse, je présume ?»« Oui, c'est bien moi. Bonjour, madame. »« Pas madame, madame la marquise. Vous devez m'appeler madame la marquise. J'ai un titre quand même. »« Bonjour, madame la marquise. »« Entrez donc, ma petite. » Elles restèrent ensuite longtemps immobiles, se regardant comme deux chiens de faïence. « Comment? Vous ne me faites pas la révérence? » On fait toujours la révérence à une marquise. C'est une marque de respect. Noémie était à deux doigts de lui dire que c'était plutôt dépassé de nos jours, sauf dans les cours royales et chez le pape. Mais elle s'abstint, ne pouvant pas contredire celle qui allait peut-être l'employer. « Vous n'avez jamais appris à faire la révérence ? » Non, madame la marquise. »« C'est regrettable. » Puis Noémie eut droit à un interrogatoire très quai des Orfèvres. « Donc vous n'avez jamais travaillé. Les tâches ménagères ne vous font pas peur, j'espère. Quelle est la profession de votre père? Avez-vous déjà ciré un parquet? Combien font 14 et 7 ? Etc.
Les réponses de la jeune fille satisfirent Mandarine, qui lui annonça ensuite qu'elle embaucherait dès le lendemain matin. Puis la dame lui fit visiter l'hôtel particulier, après lui avoir parlé de sa paye. Noémie entra dans toutes les pièces, à l'exception de l'une d'elles. « Vous ne m'avez pas montré votre chambre, madame la marquise. Le personnel ne doit en aucun cas y pénétrer. »« Ah bon ?» s'étonne Noémie, décontenancée. « N'y mettez jamais les pieds, vous m'entendez? Sinon je vous change en grenouille. » La jeune fille ne put s'empêcher de rire. « Comme celle qui se balade dans votre jardin ?» demanda-t-elle ensuite. Cette phrase provoqua un froid entre les deux femmes. « Je suis tout à fait capable de vous changer en un immonde batracien. Vous ne me croyez pas? » dit sèchement Mandarine. « Oui, madame la marquise, c'est sûrement vrai. » Au bout d'un moment, la jeune fille lui demanda ce qu'il pouvait y avoir de si secret ou de si précieux dans cette chambre, pour qu'il lui soit interdit d'y entrer. « Là où je dors, rien n'attire la curiosité et la convoitise. Seulement les araignées, » se contenta juste de dire Mandarine. La porte de cette fameuse chambre, on ne put jamais la fermer à clé. Pas un des serruriers qui s'étaient succédé n'avait résolu ce problème. Les serrures qu'on installa les unes après les autres ne firent jamais l'affaire. On parla des mauvais sorts à maintes reprises. Mandarine ne voulut en aucun cas la remplacer par une autre, pour deux raisons. Elle la trouvait fort jolie, et en plus elle représentait une valeur historique, selon certains antiquaires réputés, car elle aurait abrité, paraît-il, les amours de plusieurs êtres illustres, dont un certain Casanova. « Demain matin, soyez à l'heure. Je ne tolère aucun retard, » dit Mandarine, en raccompagnant la jeune femme jusqu'à l'entrée. Pendant des mois, Noémie va faire le bonheur de son employeuse. Et cette dernière, un matin, ne va pas manquer de le lui faire savoir. Avec vous, tout est parfaitement astiqué. Celles qui vous ont précédé ne vous valaient vraiment pas. Vous méritez une augmentation de salaire. Et les années passèrent. Et un jour, la tentation d'entrer dans la chambre de Mandarine fut trop forte pour la jeune femme. Mandarine étant partie faire des courses, Noémie disposait d'au moins 1 heure de libre pour découvrir ce que sa patronne voulait cacher aux yeux du monde. Elle entra dans la pièce et porta de suite son attention sur un crâne, qui la mit tout de suite mal à l'aise, ainsi que sur un grimoire, qui devait contenir autant de pages que n'en compte la Bible. Tous deux étaient posés sur la coiffeuse de Mandarine. C'est la première fois que Noémie voyait un grimoire, et sa curiosité l'amena à l'ouvrir. Elle le feuilleta longuement, sans tenir compte du temps qui passait, assise sur le lit de sa patronne. Le grimoire comportait des gravures effrayantes et des formules magiques écrites en vieux français et en latin. « Comment peut-on posséder un tel livre ?» se demanda-t-elle, après l'avoir parcouru pendant près de 50 minutes. Puis elle remit le grimoire sur la coiffeuse. Alors qu'elle était sur le point de quitter la pièce, elle entendit soudain une voix qui semblait venir d'outre-tombe.
Attendez! Ne partez pas tout de suite. Je veux vous raconter mon histoire. Qui parle? Le crâne. Il faut absolument que je vous raconte mon histoire, dit-il, en bougeant ses mâchoires. Noémie ne put s'empêcher de crier, et s'enfuit, en oubliant de fermer la porte de la chambre. Puis elle se trouva nez à nez avec Mandarine, qui venait de rentrer. « Qu'avez-vous, mon enfant? Vous avez l'air affolé, s'écria cette dernière. Je suis entré dans votre chambre. Je sais que je n'aurais pas dû. Et puis quand j'ai vu ce crâne qui parlait, madame, Il est très bavard, n'est-ce pas? Si vous saviez comme il m'enquiquine toute la journée. Je n'arrive pas à lui clouer le bec. D'où provient ce crâne que j'ai vu sur la coiffeuse? Oh, je ne l'ai trouvé ni dans un cimetière, ni chez un morbide étudiant en médecine. Il s'agit tout simplement du crâne de mon ancienne patronne. Voilà, je ne suis pas une authentique marquise. La vraie, c'était elle. Vous avez en face de vous une usurpatrice. Et elle révéla à la jeune femme ce qui l'avait conduit à se prendre pour une autre personne. Lorsqu'elle eut 7 ans, son rêve fut de devenir plus tard une marquise, comme bien des petites filles. Devenue adulte, ce désir de gamine ne tarda pas à ressurgir. Un jour qu'elle était employée comme domestique chez une véritable marquise, qui n'avait pas d'enfant, elle souhaita ardemment prendre son nom, son titre, même son visage, en n'omettant pas de lui dérober aussi son existence. Mandarine décida pour cela de faire appel aux sciences occultes. Elle acheta un grimoire dans une boutique ésotérique, très appréciée des adorateurs de Belzébuth, qui vendait un peu de tout. Instruments de torture, ouvrages poussiéreux, salive de faisan, encens à l'amiante, tuniques longues et molletonnées à la Merlin, pas très simples à porter, et posters à vous faire froid dans le dos. Dans le chapitre « Comment prendre l'apparence d'une personne qu'on a assassinée », il était écrit qu'après avoir tué l'individu en question, il fallait l'enterrer sans tarder dans un bois éloigné de toute habitation, puis boire la semaine qui suivait le meurtre, le sang d'une oie pas encore rondelette, et enfin manger des orties pendant 3 jours à chaque repas. Consigne très stricte qu'elle tâcha de respecter scrupuleusement. Un mois après le meurtre, le crâne de la marquise apparut curieusement dans son salon. Elle eut beau essayer de s'en défaire, rien n'y fit. Un matin, par exemple, elle le jeta dans la Seine, sans se douter un seul instant que le lendemain, elle le retrouverait dans sa penderie. « Que voulez-vous, Noémie? Ce crâne a décidé de me pourrir le quotidien, à l'instar d'un mari horriblement jaloux. Maintenant que vous savez que j'ai mis fin au jour de la marquise, je suis certaine que vous êtes bien capable de raconter tout à la police. Et comme je n'ai pas envie de finir ma vie dans une cellule, je me vois dans l'obligation de vous réduire au silence. Rassurez-vous, je ne vais pas vous envoyer chez Saint-Pierre. Juste vous changer en grenouille, grâce à mon merveilleux grimoire. Et après je vous mettrai avec les autres. Ces domestiques qui eurent la maladresse d'entrer dans cette chambre avant vous,
et qui sautille à présent dans le jardin. Alors toutes ces grenouilles se sont... Mes anciennes employées, oui, mademoiselle. Noémie n'en revenait pas. Elle était chez une sorcière. Une vraie. Je ne dirai rien à personne, je vous le promets, lui répondit la jeune fille avec du trémolo dans la voix. Maintenant, laissez-moi partir. La sorcière fit celle qui ne l'avait pas entendue et commença à réciter une formule en latin, tout en tendant ses bras vers Noémie, qui prit immédiatement les jambes à son cou, afin d'échapper à son triste sort. La fausse marquise la poursuivit ensuite immédiatement, mais sans grand succès, car elle ne pouvait rattraper une ancienne championne de course à pied, qui avait jadis remporté bon nombre de coupes à l'université. La jeune femme lui échappa donc, et la première chose qu'elle fit à l'extérieur fut de se rendre au commissariat le plus proche. Elle raconta son histoire aux inspecteurs, mais ne fut guère convaincante. Ils lui promirent tout de même de se rendre avec elle le lendemain chez la marquise, avec un certain commissaire René Durand, spécialiste des histoires à dormir debout, afin de dénouer les ficelles de cette aventure si invraisemblable. Devant la demeure de la sorcière, un inspecteur sonna plusieurs fois à la porte d'entrée. La fausse marquise n'était visiblement pas là. « C'est raté pour aujourd'hui !» pensa un policier. « Non, il faut y aller quand même. Je suis sûr qu'elle est chez elle et qu'elle se cache !» s'écria Noémie. « Nous n'avons pas le droit d'entrer chez quelqu'un par effraction. Écoutez, mademoiselle, nous reviendrons demain, » dit le commissaire Durand, très respectueux de la législation. « Demain il sera peut-être trop tard. Elle aura foutu le camp, » lui répondit Noémie. Tout d'un coup, comme par magie, la porte d'entrée s'ouvrit, et on entendit au loin le rire du crâne. « Montrez-nous donc la fameuse chambre dont vous nous avez tant parlé au commissariat !» s'exclama le commissaire Durand. Elle les fit monter à l'étage, où se trouvait la chambre de la sorcière. Les hommes trouvèrent le crâne posé sur la coiffeuse. Manquait le grimoire. « Les gars, vous prenez le crâne pour l'expertise ADN !» ordonna Durand. Les policiers entrèrent ensuite dans les autres pièces de l'habitation, avec l'espoir de tomber sur la diabolique. Mais au final, ils ne la trouvèrent point. « Comme madame est de sortie, mademoiselle Noémie, nous ne resterons pas plus longtemps ici, » s'exclama le commissaire. Avant de partir, les policiers souhaitèrent se rendre dans le jardin pour voir les fameux employés de la prétendue marquise, transformés en grenouilles, dont leur avait parlé la jeune femme. Lorsqu'ils y accédèrent, ils les virent alignées les unes à côté des autres. Alignement parfait qui stupéfia les policiers. Le grimoire était posé en face d'elle. « Je crois savoir ce que veulent les grenouilles !» s'écria Noémie. « Quoi donc ?» demanda Durand. « Mais voyons, c'est pourtant clair. Ce qu'elles attendent de nous, c'est qu'on leur redonne leur vrai corps, » répondit Noémie. Puis elle prit le grimoire et l'ouvrit devant les policiers. « Suffit juste de trouver la bonne formule !» s'enthousiasma la jeune fille. Elle finit par la dénicher, et ce qui devait arriver arriva.
Les grenouilles se changèrent en êtres humains, devant les yeux ébahis des policiers, qui n'avaient jamais rien vu de tel. Ensuite, Noémie demanda aux employés si elles n'avaient pas aperçu la sorcière. Elles répondirent l'avoir toute vue, il y avait à peine 30 minutes, et se mirent soudain à rire. Lorsque vous avez sonné tout à l'heure à la porte, elle fut prise de panique et se précipita dans le jardin avec son grimoire, puis se transforma en fourmi, prétendit une nommée Gisèle. Pour éviter de se faire prendre, s'écria Noémie. Et comme vous devez savoir que les grenouilles raffolent des fourmis, l'une d'entre nous ne s'est pas gênée pour la manger. Et après on a dansé, déclara ensuite une ancienne cuisinière, qui s'appelait Mathilda. Ainsi en fut-il fini d'une femme odieuse et criminelle.